Chapitre 27. Les enfants des rues. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, en Europe, les séquoias n'atteignaient jamais une taille exceptionnelle? Plusieurs ont beau avoir déjà 150 ans, aucun n'a encore dépassé les 50 mètres de hauteur. Chez eux, dans les forêts de la côte ouest des États-Unis, ils sont facilement 2 fois plus grands. Pourquoi cela ne marche-t-il pas chez nous? Comme vous vous souvenez qu'il est important de grandir lentement, vous me répondrez « Mais parce que ce sont encore des enfants, soyons patients ». L'énorme diamètre des séquoias européens les plus vieux, souvent plus de 2,50 m à hauteur de poitrine, exclut cette hypothèse. Ils peuvent assurément grandir encore, mais ils ne semblent pas investir leur force dans la croissance en hauteur. Les lieux où ils poussent seraient-ils un indice? Nous les trouvons souvent dans des jardins publics ou des parcs urbains, où princes et grands hommes se sont plu à les planter comme des trophées exotiques. Dans cet environnement, la forêt, ou plus précisément leur famille, leur manque cruellement. À 150 ans, si l'on considère qu'ils peuvent vivre plusieurs milliers d'années, ce sont effectivement encore des enfants, des petits, qui grandissent loin de chez eux et sans parents. Pas d'oncles, pas de tantes, pas de joyeux jardins d'enfants, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Et tous les arbres du parc alors? Ne forment-ils pas une petite forêt? Ne sont-ils pas des parents de substitution? La plupart du temps, ils ont été plantés en même temps qu'eux et auraient été bien en peine de protéger ou soutenir les petits séquoias. Au surplus, ce sont des espèces très très éloignées. Sans remettre à des tilleuls, des chênes ou des hêtres pourpres pour aider des séquoias à grandir, c'est un peu comme si nous confions nos nourrissons à des souris, des kangourous ou des baleines à bosse. Cela ne marche pas. Les petits Américains doivent donc se débrouiller seuls. Pas de mère pour les nourrir, ni veiller sans relâche à ce qu'ils ne grandissent pas trop vite. Pas de confortable climat forestier humide et dénué de vent. Rien que le vide et la solitude. Comme si cela ne suffisait pas, bien souvent le sol est une catastrophe. Là où la forêt primaire offre aux tendres racines une terre souple, meuble, riche en humus et constamment humide, le jardin public ne propose que des sols compacts et appauvris par des siècles d'occupation urbaine. Sans parler du public qui veut toucher l'écorce ou se reposer à l'ombre du houppier et dont le piétinement tasse un peu plus le sol autour du tronc. Devenue quasi imperméable, la pluie s'en évacue beaucoup trop vite pour qu'il puisse emmagasiner des réserves pour l'été. Les conditions de plantation elles-mêmes ont des répercussions à vie. Pour pouvoir être transplantés de leur site de culture à leur emplacement définitif, les bébés arbres font l'objet d'années de préparation. Chaque automne, leurs racines sont cernées, en d'autres mots sectionnées, afin de rester compactes pour permettre le levage. La motte est ainsi réduite à 50 cm de diamètre, alors qu'elle s'étend naturellement sur 6 mètres pour un arbuste de 3 mètres de hauteur. Pour que ce traitement radical n'entraîne pas le dessèchement du houppier, celui-ci est à son tour vigoureusement rebattu. On ne s'y trompe pas. Ces opérations ne sont aucunement destinées à faire du bien à l'arbre. Elles ont pour seul but de faciliter la manutention. Malheureusement, le cernage des racines a aussi pour effet de priver le système racinaire de ses très sensibles coiffes terminales, dont on suppose, nous l'avons vu, qu'elle serait le siège de dispositifs similaires à un cerveau. Aïe! Et comme si l'arbre y perdait son sens souterrain de l'orientation, au lieu de se développer en profondeur, il tourne en rond, jusqu'à former un disque racinaire. Son accès à l'eau et aux nutriments s'en trouve considérablement réduit. Au début, les jeunes arbres semblent indifférents au traitement. Baignés de soleil, ils réalisent la photosynthèse sans aucune restriction et se gavent de sucre. L'absence d'une mère nourricière est facilement compensée. Durant les premières années, ils n'ont guère à souffrir non plus de la sécheresse d'un sol dur comme du béton. Leur statut de jeunes plants leur vaut d'être choyés et arrosés au moindre signe de soif par les jardiniers à leur service. Et surtout, pas question d'une éducation à la dure. Jamais de « pas si vite » ni de « attends donc d'avoir 200 ans ». Et aucune privation de lumière quand ils se développent de travers. Les jeunes arbres jouissent d'une liberté totale. Ils en profitent
et poussent chaque année de plus en plus haut. Mais, arrivé à une certaine hauteur, le privilège de l'enfance s'arrête. Arroser des arbres de 20 mètres représenterait un énorme investissement, aussi bien en temps qu'en argent. Il faudrait plusieurs mètres cubes d'eau par arbre pour irriguer correctement les racines. Un jour, les soins sont suspendus. Les premiers temps, les séquoias ne s'en rendent pas vraiment compte. Ils n'en ont fait qu'à leur tête et ont vécu dans le luxe et l'opulence pendant des dizaines d'années. Leurs gros troncs trahissent leur orgie de soleil. Les cellules de leur bois sont très grandes et contiennent beaucoup d'air, ce qui les rend vulnérables aux champignons, mais tant qu'ils sont jeunes, cela n'a pas grande importance. Les ramifications latérales témoignent elles aussi d'une grande indiscipline. Le règlement forestier qui prescrit de ne développer que des petites branches, ou mieux, pas de branches du tout près du sol, est ignoré des parcs et jardins publics. Les séquoias profitent d'être baignés de lumière jusqu'au sol pour former de solides branches secondaires qui deviennent un jour si imposantes qu'on les dirait dopées aux anabolisants. La plupart du temps, les branches les plus basses sont coupées sur 2 à 3 mètres de hauteur pour dégager la vue. Mais ce n'est en rien comparable avec les forêts primaires où les premières grosses branches ne sont autorisées qu'à partir de 20, voire parfois seulement 50 mètres de hauteur. Il en résulte la formation d'un tronc court et épais, tout de suite surmonté du houppier. Certains spécimens de parc semblent même ne pas avoir de tronc du tout. Leurs racines, qui peinent à s'enfoncer au-delà de 50 cm dans le sol compact, offrent un piètre ancrage. C'est dangereux et serait très risqué pour la plupart des individus de grande taille. Mais les séquoias ont un centre de gravité très bas, hérité de leur forme primitive. En d'autres termes, les coups de vent ne les déséquilibrent pas facilement et ils sont relativement stables. Le cap des 100 premières années franchies, les arbres ont alors l'âge d'aller à l'école, la fin de l'insouciance se profile. Les pousses terminales se dessèchent et toutes les tentatives d'en former de nouvelles pour continuer de croître échouent. Les séquoias ont atteint leur hauteur maximale. Leur écorce commence à présenter des lésions, mais grâce à une imprégnation antifongique naturelle, ils peuvent néanmoins vivre encore plusieurs centaines d'années. Toutes les espèces ne sont pas aussi résistantes. Les hêtres souffrent beaucoup de la coupe de grosses branches. La prochaine fois que vous vous promènerez dans un parc, observez les arbres. Il n'y a pratiquement aucun grand feuillu qui n'ait pas été raccourci, élagué ou travaillé d'une quelconque façon. Le plus souvent, cette coupe, en réalité un massacre, a un but essentiellement esthétique, comme la création d'une allée d'arbres ayant tous une couronne de même forme. La taille de la couronne est un coup dur pour le système racinaire. Son importance est en effet adaptée de façon optimale aux organes aériens de l'arbre. Qu'une partie substantielle de la ramure disparaisse et le déficit de photosynthèse qui s'ensuit induit le dépérissement d'un pourcentage égal d'organes souterrains. Des champignons s'introduisent par les extrémités racinaires mortes et les plaies de taille du tronc. Ces bois humides et aérés à souhait, car poussés trop vite, leur offrent des conditions idéales, leur progression est rapide. Quelques décennies plus tard, à une vitesse fulgurante pour des arbres, la pourriture intérieure commence à se voir à l'extérieur. Des pans entiers du houppier dépérissent. Dans son empressement à éviter tout risque d'accident, l'administration locale fait procéder à un élagage de précaution. D'immenses nouvelles plaies remplacent les branches sciées. Souvent, le mastic cicatrisant dont elles sont enduites accélère encore le dépérissement, car il enferme l'humidité, ce qui est idéal pour les champignons. Au bout du compte, seul subsiste un morceau d'arbre que l'on finit par abattre, faute de pouvoir le sauver. Et comme aucun parent ne peut voler à son secours, la souche meurt et se décompose rapidement. Quelques mois plus tard, un nouvel arbre le remplace et la désolante histoire recommence. Les arbres urbains sont les enfants des rues de la forêt. Pour ceux, nombreux, qui doivent vivre en bordure de rue, l'expression est encore plus vraie. Leurs années de jeunesse ressemblent à celles de leurs congénères des parcs et jardins. Ils sont entourés de soins,
font l'objet de 1000 attentions, parfois même une conduite d'eau est spécialement posée pour eux afin de les abreuver à la demande. Le jour où leurs racines se piquent d'étendre leurs rayons d'action, ils ont une drôle de surprise. Sous la chaussée ou le trottoir, la terre, qui a été compactée à la plaque vibrante, est d'une dureté formidable. Le coup est rude, car les essences forestières développent leurs racines moins en profondeur qu'en surface. Il est rarissime qu'elles s'enfoncent à plus de 150 cm. La plupart s'arrêtent beaucoup plus tôt. Dans la forêt, ce n'est pas un problème. Un arbre peut s'étendre presque à l'infini. Il n'en va pas de même en bordure de rue. Toute expansion est limitée par la chaussée, des canalisations courent sous le trottoir et le sol compacté au moment des travaux d'aménagement est impénétrable. Il n'est pas étonnant que des conflits surgissent. Les platanes, les érables et les tilleuls tentent volontiers des incursions dans les égouts. L'étendue des dégâts subis par le réseau de canalisation apparaît au plus tard quand un gros orage laisse toutes les rues inondées. Des spécialistes examinent alors à la loupe des échantillons de racines afin de découvrir le responsable de l'engorgement. La sanction tombe, l'amateur d'escapades souterraines est abattu. Son successeur est planté en même temps qu'une barrière anti-racines destinée à étouffer dans l'œuf toute velléité de l'imiter. Mais pourquoi les arbres s'insinuent-ils dans les canalisations ? Les ingénieurs du BTP ont longtemps supposé que les racines étaient comme magiquement attirées par l'eau qui suintait de raccords peu étanches ou par les nutriments contenus dans les eaux usées. Une vaste étude de l'université de la Ruhr à Bochum a toutefois conclu à des causes bien différentes. Les racines observées dans les canalisations poussaient au-dessus du niveau de l'eau et rien dans leur comportement n'indiquait la recherche d'un quelconque fertilisant. Ce qui les attirait était la terre meuble, qui avait été insuffisamment compactée lors du terrassement. Elles y trouvaient de bien meilleures conditions pour respirer et se développer. L'infiltration dans les canalisations par les joints, puis leur prolifération à l'intérieur, ne survenait qu'ensuite, en seconde intention en somme. Ces arbres cernés de terre impénétrable, qui cherchent une issue dans des fossés dont le rebouchage a été bâclé, ne font que lutter pour leur survie. Les conflits avec leur environnement sont inévitables, à moins que les canalisations aient été correctement posées et la tranchée rebouchée dans les règles de l'art afin qu'aucune racine ne puisse s'étendre. Cela vous étonne-t-il encore que tant d'arbres urbains tombent lorsque de forts coups de vent surviennent en été ? Leur faible ancrage souterrain, réduit à quelques centimètres carrés alors qu'il peut couvrir plus d'un demi-hectare en pleine nature, est bien incapable de retenir un arbre de plusieurs tonnes. Mais ces résistants rencontrent bien d'autres difficultés. Leur environnement de béton et d'asphalte absorbe la chaleur, tandis que l'été, lorsqu'il fait très chaud, les forêts se rafraîchissent la nuit. En ville, les rues et les bâtiments rejettent la chaleur emmagasinée durant la journée et maintiennent ainsi les températures à un niveau élevé. Cela assèche l'air, qui au surplus contient beaucoup de gaz d'échappement. De nombreux auxiliaires des arbres, comme les micro-organismes qui décomposent l'humus, sont totalement absents. Les champignons mycorhiziens, qui aident les racines à collecter l'eau et les nutriments, sont très peu représentés. Les arbres des villes doivent donc se débrouiller seuls, alors que leurs conditions de vie sont les pires qui soient. Comme si cela ne suffisait pas, ils bénéficient d'arrosages dont il se serait bien passé, notamment de la part des chiens, qui lèvent la patte sur tous les troncs disponibles. Ces épanchements répétés d'urine corrodent l'écorce et peuvent entraîner la mort des racines. Le sel de déneigement, dont l'épandage, selon la rigueur de l'hiver, peut aller jusqu'à plus d'1 kilo au mètre carré, a des effets corrosifs tout aussi dévastateurs. Pour faire bonne mesure, les aiguilles des conifères, toujours en place pendant l'hiver, doivent en plus faire face aux gouttelettes salées que les pneus des véhicules font gicler dans l'air. Mine de rien, cela représente tout de même 10% du sel qui se retrouve ainsi dans l'atmosphère et retombe, entre autres, sur les arbres. La corrosion qui s'ensuit est reconnaissable aux petites taches jaunes et marron qui ponctuent les aiguilles. Les effets se font sentir l'été suivant, lorsque les lésions vont réduire la capacité photosynthétique de l'arbre et ainsi l'affaiblir.
et un arbre affaibli est un arbre vulnérable aux attaques parasitaires. Cochenilles et pucerons ont d'autant plus de chances d'infecter les arbres des rues que ceux-ci ont peu d'armes pour contre-attaquer. À cela s'ajoutent les températures plus élevées en milieu urbain. Les hivers doux et les étés chauds favorisent la prolifération des insectes. Une espèce, crainte pour sa dangerosité pour l'homme et les animaux, fait régulièrement les grands titres. La processionnaire du chêne. Le papillon est ainsi nommé car sa chenille, après s'être rassasiée de feuilles de chêne, descend en longues files indiennes le long du tronc. Elle se protège des prédateurs dans d'épais cocons à l'intérieur desquels elle effectue ses mues successives. Ces chenilles sont redoutées car elles possèdent des poils urticants qui se cassent au moindre contact et se fichent dans la peau. Ils provoquent des démangeaisons, un peu comme les orties, la formation de vésicules prurigineuses, mais aussi des réactions allergiques pouvant aller jusqu'au choc anaphylactique. Les poils urticants des mues vides restent accrochés dans les nids où ils peuvent conserver leurs propriétés irritantes et allergènes pendant 10 ans. En zone urbaine, la survenue d'une pullulation de processionnaires du chêne a toutes les chances de gâcher un été. Ce lépidoptère est plutôt rare dans la nature et s'il n'y a pas d'endroit où l'on ne cherche aujourd'hui à s'en débarrasser, il y a quelques décennies, il était sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature, des espèces menacées. Pourtant, des pullulations périodiques sont décrites depuis plus de 200 ans. L'Office fédéral de protection de la nature attribue le développement des populations non pas au réchauffement climatique, mais à une offre attractive de nourriture pour leurs papillons. Ceux-ci aiment les houppiers chauds baignés de soleil. En pleine forêt, ils sont peu fréquents, car les chênes y sont isolés parmi des hêtres, si bien qu'il n'y a guère que le haut des cimes qui puisse éventuellement bénéficier d'un ensoleillement direct. En ville, où aucun voisin ne les prive de lumière, ils profitent de soleil toute la journée. La processionnaire du chêne ne peut rêver mieux. Et comme toute la forêt des zones résidentielles offre les mêmes conditions optimales, les multiplications massives de population vont bon train. À vrai dire, elles ne sont rien d'autre qu'un indicateur majeur de la difficile survie des arbres en milieu urbain, quelle que soit l'essence à laquelle ils appartiennent. Au bout du compte, les entraves pour les arbres sont si importantes que la plupart meurent prématurément. Les libertés dont ils jouissent dans leurs jeunes années ne compensent jamais les inconvénients de la suite. Seule consolation, certains étant souvent plantés de façon à former d'élégants alignements symétriques, notamment les platanes, prisés pour leur belle écorce aux multiples nuances, au moins ont-ils la possibilité d'échanger des messages olfactifs avec leurs congénères. Parlent-ils de leur souffrance, de la rudesse de leur sort? Pour le moment, ils le gardent pour eux.